Bonjour. Ah, merci. Je cherchais mon micro à l'instant, donc je viens de me taper un fou rire tout seul parce que je l'avais sur moi. Ça va? Je prends mon matériel. J'ai très peu de temps pour vous dire beaucoup de choses que je vais tenter de garder du coup synthétiques autant que possible. Donc pour ceux que ça n'intéresse pas, je suis Nicolas Beriti, j'ai monté une boîte qui s'appelle BrainSwat, mais c'est pas du tout le sujet. Le sujet, pour vous déprimer pour commencer, c'est de vous rappeler que nous avons pris la mauvaise habitude au niveau mondial de couper beaucoup d'arbres, 26 milliards chaque année, on coupe pour faire des prospectus, pour imprimer sur des imprimantes. Ça correspond à 40 terrains de football par minute de forêt qui disparaissent. Donc à la fin de ces 30 minutes, ça fera un sacré paquet de superficie de forêt qui va disparaître. C'est un peu dramatique. La bonne nouvelle, c'est que grâce à cette intervention et grâce à vous, on plante des arbres. Je fais partie d'une association de speakers qui s'appelle Speaker for Earth, et à chaque fois qu'on fait des conférences, on plante des arbres. Donc même si tout ce que je dis ce matin, vous n'y adhérez absolument pas, vous aurez au moins planté des arbres pendant ces 30 minutes qu'on aura passées ensemble. Et donc vous pouvez vous auto-applaudir pour commencer. Merci à vous. Alors, ça c'est le merci. Je ne suis pas un expert du secteur bancaire, mais avec BrainSwat, on travaille avec beaucoup de banques et beaucoup d'assurances, donc je connais un petit peu quand même les problématiques et les enjeux. J'ai cofondé il y a quelques années une fintech qui s'appelle Stéo, mais qui vise à éviter la saisie à des propriétaires qui sont surendettés, qui pourraient se faire saisir leur maison. Donc j'ai mis un peu les mains dans le corporate bancaire et assurance et les mains dans la fintech et la startup, donc je connais un peu les deux univers. Et ça me permet aujourd'hui d'essayer de synthétiser une petite prise de parole sur non pas l'expérience client, mais ce que je pense être le futur de l'expérience client, c'est-à-dire l'engagement. Pour ça, on va faire d'abord on va prendre un peu de hauteur, un peu de perspective. C'est bien de comprendre le contexte avant d'aller plus loin. Alors, est-ce que vous connaissez le point commun entre un métier à tisser et Uber? Bon, comme on n'a pas beaucoup de temps, je vais faire la réponse tout seul. Le point commun, c'est la programmation informatique. La révolution numérique, la transformation numérique, appelez ça comme vous voulez, elle a commencé en fait il y a un sacré paquet d'années, en 1801, quand un monsieur qui s'appelle Jacquard invente la carte perforée, et il invente en fait l'ancêtre du code. Et il met au point la première programmation informatique. En 1844, on invente le télégraphe pour commencer à s'envoyer des petits messages à distance. En 1858, on pose un premier câble transatlantique entre l'Europe et les États-Unis. On peut s'envoyer des espèces de micro-SMS, enfin des télégraphes à l'époque. Donc la transformation numérique a commencé depuis bien longtemps. En 1876, ce n'est pas l'invention de la première cigarette électronique, mais c'est l'invention du téléphone, avec Bell, qui invente donc le téléphone, qui permet de communiquer plus efficacement qu'avec un télégraphe. En 1979, on invente l'ampoule. En 1969, je fais un saut dans le temps, c'est l'apparition de ce qu'on appelle ARPANET, l'ancêtre d'Internet, pour, à l'époque, connecter des universités entre elles, américaines, en cas de catastrophe nucléaire. Il fallait qu'elles puissent continuer à communiquer. On ne savait pas trop ce que ce machin allait devenir, et en fait, c'est devenu, quelques années après, Internet, World Wide Web. Ensuite, c'est allé vite. En 92, on n'avait que 130 sites web. 92, il n'y a pas si longtemps que ça. On n'avait que 130 sites web dans le monde. Il y avait un petit million d'ordinateurs connectés. En 95, du coup, Amazon apparaît pour commencer à vous proposer des trucs à acheter sur Internet. C'était un peu moche, mais c'était le tout début de cette ère numérique dans laquelle on est rentré. En 96, vous allez voir que c'est assez exponentiel. On a 1 million de sites web, de 130 à 1 million en 4 ans. Ça fait une sacrée croissance. Et on a 36 millions d'ordinateurs qui sont connectés. Dès lors, il y a beaucoup d'informations qui deviennent disponibles. Et l'enjeu, ça va être de les trouver. C'est pour ça qu'apparaît Google en 98 pour vous aider à vous repérer dans toute cette masse d'informations. En 2019, je fais un saut dans le temps, on a 27 milliards d'appareils connectés. Ce qui est assez énorme. Ça consomme beaucoup d'énergie et ça génère beaucoup de data. On anticipe qu'en 2025, il y aura à peu près 100 milliards d'appareils connectés entre les smartphones, les ordinateurs, les réfrigérateurs, les bracelets, etc. Tout sera connecté au réseau. Et certains scientifiques pensent que dès qu'on atteindra 100 milliards d'objets connectés dans un réseau centralisé qui s'appelle Internet, on pourra peut-être parler d'une conscience d'Internet. Parce qu'on a 100 milliards de neurones dans le cerveau, c'est 100 milliards de connexions. Et au bout de 100 milliards d'objets connectés, on estime qu'il peut y avoir l'apparition d'une forme de conscience. Ça va être rigolo quand on y sera. En 2020, donc l'année prochaine, avec tous ces ordinateurs connectés, tous ces appareils connectés, ces frigos qui communiquent à Amazon, qui commandent du lait, qui parlent à votre smartphone, votre bracelet, etc., qui vous dit combien vous avez fait de pas, on va produire de la data, beaucoup de data. On va produire 40 zeta-octets de data. Est-ce que vous connaissez le mot zeta-octet? Vous connaissez le mot gigaoctet? Zeta-octet, c'est beaucoup plus. C'est un 40, celui de 21 zéros.
c'est 40 trillions de gigaoctets. Ça fait beaucoup. Alors, comme ça ne me parlait pas en termes de quantité, je me suis dit, je vais plutôt traduire ça en temps qu'il faudrait pour télécharger cette information. C'est 218 millions d'années qu'il faudrait pour télécharger 40 zeta-octets. Vous cliquez sur Download et vous aurez fini de télécharger la data 218 millions d'années plus tard. Alors 218 millions d'années, c'est beaucoup, hein, si on met sur une échelle de temps. C'est de l'apparition des dinosaures à Trump. Ça fait un sacré paquet d'années. Je trouve qu'ils appellent ça l'évolution. Je ne sais pas si c'est vraiment le bon mot qui convient. Mais enfin bref. Tout ça fait qu'on est rentré dans un monde qui est devenu assez technologique, et on le voit avec ce cours de bourse qui est affiché derrière moi. On a en noir Exxon, en bleu Apple. Pendant longtemps, les compagnies pétrolières étaient les majors dans le monde et les boîtes les plus puissantes. Et soudain, en 2012, ça a commencé à switcher, et c'est Apple qui l'a emporté sur les compagnies pétrolières. Et depuis, ça n'a fait qu'augmenter. Nous sommes rentrés dans l'ère des GAFA. Alors les GAFA, je vais faire très rapidement, vous les connaissez, mais je voulais vous rappeler à quel point on ne se rend pas compte de leur puissance. Parce que dans la banque et dans l'assurance, notamment, vous luttez plus ou moins contre des boîtes comme ça qui ont des moyens colossaux. Amazon génère 10 milliards de profits nets chaque année. 10 milliards chaque année. Et c'est en croissance de 30% par an. Facebook, 19 milliards de profits nets chaque année. Google, 30 milliards de profits nets. Je crois que j'avais regardé pour BNP, c'était par exemple 1,2 ou 2,2 milliards. Énorme banque, hein, comme une BNP. Mais par rapport à la taille de ces mastodontes, c'est tout petit. Bien sûr, les champions, Apple, 59 milliards de dollars de profits nets. À la fin de l'année, il vous reste 59 milliards. Du coup, ils ont en caisse 267 milliards de cash disponibles demain. Ils peuvent racheter n'importe qui. Ils peuvent racheter Samsung. Et depuis 10 ans, ils ont re-racheté, ils ont reversé à leurs actionnaires, en plus de ça, 270 milliards de dollars qu'ils ont reversés aux actionnaires. Ils génèrent tellement de cash qu'on ne peut même pas s'en rendre compte. Ils ont dépassé la valeur de 1000 milliards de dollars. C'est absolument colossal. Et ce sont ces gens, aujourd'hui, qui sont en train de façonner le monde dans lequel on vit. Juste par comparaison, en 2018, le CAC 40, donc nos 40 plus grosses boîtes, on valait ensemble 1600 milliards d'euros. Youhou! Le CAC 4, ils sont 4, ils valent 2880 milliards d'euros à 4. La différence, nos 40 plus gros fleurons technologiques, nos 40 plus grosses boîtes, on est des moustiques à côté de ces 4 entreprises qui sont absolument géantes. Pour rappel, l'âge moyen de ces boîtes, c'est 18 ans, c'est des adolescents encore. L'âge moyen de nos banques, 158 ans. En 18 ans, ils nous ont absolument vaporisés. Avec ces moyens-là, ils peuvent créer des expériences clients qui sont absolument parfaites. Je pense à Amazon qui subventionne les colis et l'expédition des colis pour que vous l'ayez en 1 heure. Ils perdent 2, 3, 4, 5 milliards de dollars par an pour que vous puissiez avoir votre colis en temps et en heure. Mais ils s'en foutent de perdre autant d'argent puisqu'ils en ont tellement par ailleurs. Nous, on ne peut pas se permettre ça. Dans nos boîtes, on ne peut pas lutter contre ça. C'est impossible. Ils ont du coup les moyens de proposer des expériences sans couture, multicanal, digital, personnalisées, boostées, alias, ce que vous voulez. Ils ont tellement de moyens et ce n'est pas prêt de s'arrêter, ils ne font que grandir. Donc à la fin, c'est les GAFA qui gagnent, hein, toujours. Le plus insultant, c'est qu'en plus, sauf pour Apple, ils ont un modèle plus ou moins gratuit. WhatsApp, gratuit. Instagram, gratuit. Facebook, gratuit. Google, gratuit. Donc on se dit, c'est génial, et en plus, ça ne me coûte rien. Enfin, la suite G Suite, c'est 10 € par mois, quoi. C'est rien du tout. La valeur du produit est extrêmement haute. Le jour où Google a un bug, où Google fait grève, le monde s'arrête de tourner, réellement. C'est assez ouf, hein, quand même. Hein. Le jour où une banque a un bug, bon, ben, on passe à une autre banque. Mais le jour où Google s'arrête, le monde, les administrations, les entreprises s'arrêtent de tourner. Le design de ces boîtes est extrêmement élevé. Tout ce qu'elles font est magnifique. Netflix, l'expérience est incroyable. Le design d'Apple, des produits, des magasins, des fonds d'écran, des applications, tout est magnifique puisqu'ils ont les moyens de se payer un design qui est magnifique. Et les gens aiment ces produits. Faites disparaître Google ou Facebook ou Instagram, le nombre de gens qui vont se mettre à hurler et à pleurer parce qu'ils aiment Netflix. Enlevez Netflix. Le nombre de gens qui dépriment d'un coup le dimanche soir, c'est monstrueux. Mais surtout, on aime ces boîtes et du coup, on leur raconte toute notre vie. Google et Facebook en savent plus sur vous que vous-même ou vos meilleurs amis. Parce que les gens donnent et partagent toute leur data. Donc, on a des concurrents qui sont extrêmement riches, de plus en plus, chaque année, qui attirent les meilleurs cerveaux, qui leur payent des salaires mirobolants, avec des conditions de travail incroyables.
Et en plus, on a l'impression que c'est plus ou moins gratuit, et on adore ces entreprises. On va y revenir après. Pour moi, si je résume, les GAFA, à la banque et l'assurance, ils ont mis une sacrée droite. Ça, c'est les banques et les assurances, du coup, qu'on a sur le schéma. Mais il y a une gauche aussi qui arrive en direct par les fintech. Vous connaissez le film 300 ? Vous l'avez vu ? C'est une histoire plus ou moins vraie, enfin, de bataille entre les Grecs et les Spartiates. Pour moi, je fais l'allégorie de ce truc-là. Aujourd'hui, les fintechs, c'est pas 300, c'est 12 000. Il y a 12 000 fintechs dans le monde qui n'ont qu'une idée en tête, venir grignoter les marges et le marché des banques et des assurances. Et ils déploient des trésors d'ingéniosité pour ça. En 2017, il y a eu 26 milliards de dollars qui ont été investis dans les fintechs. En 2018, 53 milliards de dollars investis dans les fintechs. Donc les investisseurs, en plus, sont en train de donner tous les moyens possibles à ces fintechs pour vous aider, enfin pour les aider à venir grignoter vos marges, vos marchés, à venir grignoter toute l'expérience client. Tout ce dont elles rêvent, ces fintechs, c'est de faire des banques, des assurances, des commodities, des back-office. Et eux, de prendre le devant de la scène et de gérer l'expérience client de A à Z et de gérer la data qui est avec. TransferWise, c'est une fintech que je vous montre en exemple pour vous montrer contre qui, aujourd'hui, une banque, donc 158 ans d'âge moyen, doit lutter. TransferWise, c'est une fintech qui s'est créée et qui permet de faire des transferts d'argent moins chers. Ils ont un marketing assez agressif, puisqu'ils font des pubs partout en disant que les banques en fait, vous font surpayer chaque transfert avec un bon petit fuck écrit en énorme sur leur pub. Donc ils vous accusent, enfin si vous êtes dans la banque, ils vous accusent d'arnaquer en gros vos clients frontalement. Ils ont un marketing qui est assez audacieux, hein, puisqu'ils font des manifestations dans la rue avec des gens qui se mettent en sous-vêtements. Et si vous voyez les tatouages sur les gens, il y a marqué « tout est transparent, on n'a rien à cacher », etc. Et ils font des manifs comme ça en pleine rue. Ça fait rêver, ça fait rire, ça fait de la pub, ça fait du buzz, les millennials, ça les fait beaucoup plus marrer que des campagne de com classique d'une banque où on s'ennuie un peu souvent par rapport à ça, ça attire du buzz, ce truc-là forcément. Ils ont à leur capital des gens un peu connus, comme Richard Branson, le mec qui a créé Virgin, et ils valent déjà 3,5 milliards avec des profits en hausse l'année dernière de 53%. Donc on est sur des exponentiels là aussi qui sont assez incroyables. J'ai pensé au compte nickel, alors c'est marrant, ils se sont fait racheter entre-temps, mais le compte nickel, avant qu'il se fasse racheter, c'était quand même... Donc je sais pas comment ils gèrent. Il y a des gens du compte nickel dans la salle, non ? Parce que je ne sais pas comment ils gèrent aujourd'hui leur positionnement. Ils ont toujours dit on est la banque sans banque. Mais là, ils ont été rachetés par une banque. Du coup, je me demandais comment ils se positionnaient par rapport à ça. Mais je pense que leur rachat s'est bien passé puisque leur développement continue et la banque, je pense, a compris comment les mettre un peu de côté, les garder et leur proposer ce service. Le compte nickel, c'est une croissance qui est énorme. 800 000 clients. Ils ont une ouverture de compte toutes les 30 secondes parce que ça répond à un besoin qui a été peut-être sous-identifié par les banques. Aujourd'hui, du coup, si je résume, les banques, les assurances sont prises en tenaille par les fintechs et par les GAFA. Je ne parle pas de la blockchain, c'est encore un autre sujet. Mais elles ont les moyens aussi d'investir dessus. Mais elles sont prises en tenaille. Ce qui fait que j'entends partout, et vous avez peut-être entendu partout, que c'est un peu la fin des banques, que bientôt les banques vont disparaître. Je dis ça parce qu'il y a eu je ne sais pas combien de livres sur le sujet de la fin des banques, de je ne sais pas combien d'articles que j'ai vu passer, où vous allez vous faire ubériser, disrupter, disparaître, etc., etc. Il y a des bouquins là-dessus, hein, il y en a beaucoup. J'ai vu partout, dans toutes les revues possibles, la fin des banques. Je ne sais pas si vous êtes du coup un peu anxieux sur l'avenir, mais je trouve qu'il y a de quoi. Alors, il y a de quoi ou pas. C'est ce que je vais essayer de défendre aussi pour pas non plus être dans le pessimisme absolu. Quand on l'attaque, que fait l'Empire ? L'Empire contre-attaque. Et pour moi, les banques et les assurances, vous avez une arme secrète, très puissante, une étoile noire. Et dans cette arme secrète, il y a différentes sous-armes. Vous avez par ailleurs, et en premier lieu, la régulation de votre côté. La régulation, si je devais résumer avec les paroles de l'ex-patron de Bank of America, la régulation bancaire, c'est à vous faire saigner des yeux, tellement c'est compliqué. Il y a quand même pas mal de règlements qui apparaissent de plus en plus, surtout depuis la crise des subprimes de 2008. Il y a un carcan de règles absolument monstrueux qui est apparu sur le marché et qui font qu'aujourd'hui, avoir une banque, c'est extrêmement compliqué. C'est extrêmement dur, les fonds propres, les obligations, etc. C'est très dur aujourd'hui d'avoir une banque. C'est exactement l'inverse, cette régulation, c'est exactement l'inverse du mindset des GAFA et des FinTech qui sont tous sur l'agile, le growth hacking, le pivot, etc. C'est super facile. C'est pas facile de pivoter quand on a un énorme carcan de règles à respecter. Est-ce que vous connaissez Wonga ? C'est une FinTech londonienne.
Il n'y a pas longtemps, il valait 1,5 milliard de valorisation. C'était genre la future licorne magnifique, trop sexy, trop belle. Tout le monde en parlait, c'était super. Sauf que du coup, à force de faire du bruit, le régulateur anglais s'est penché sur leur cas pour voir un peu, vous la pétez un peu une banque, on va regarder si vous respectez les règlements qui sont liés à ces des banques. Instantanément, ils sont passés à moins 37 millions. Et si vous ne les connaissez pas, du coup, c'est normal. La régulation, c'est très dur à suivre et à régler. Donc vous avez cet avantage. Vous avez d'une part la régulation, d'autre part la data. Vous avez des montagnes de data sur vos clients. Aujourd'hui, les banques et les assurances commencent à réaliser qu'elles connaissent tout de leurs clients et que cette data, c'est du cash. Alors, je ne vais pas m'arrêter longtemps là-dessus parce que c'est assez évident. Néanmoins, je voudrais juste vous rendre ça concret. Ça fait des années que je me demande si oui, c'est pas moi. Hein. Ça fait des années que je me demande si je vais ou pas acheter la carte UGC illimitée. Est-ce que quelqu'un s'est déjà posé cette question ? Je me suis dit que pour répondre à cette question, il faudrait que je regarde sur l'année combien de fois je vais au cinéma. Et que du coup, j'aille télécharger tous mes relevés en PDF sur mon interface bancaire, que je les mette sur mon ordinateur, sur mon bureau, que je les ouvre un par un, que je les descende un par un pour voir combien de fois je suis au cinéma, que je fasse la moyenne annuelle et que je me dise est-ce que oui ou non c'est rentable de faire ça. Ma banque pourrait me donner ça en un clic. Et mieux, si je lui demande est-ce que je prends la carte UGC ou pas, elle pourrait me la vendre et marger dessus. Donc elle aurait pris ma data, à savoir elle connaît tous mes achats, toutes mes habitudes, et elle pourrait me pousser des cartes d'abonnement, des réductions, des fidélités, parce qu'elle sait ce que j'achète strictement tout le temps. Et aujourd'hui, je n'ai toujours pas acheté la carte UGC illimitée parce que je n'ai toujours pas la réponse à ma question, est-ce que oui ou non je vais assez au cinéma? C'est dommage, parce que vous pourriez me la vendre. Il se trouve que Accenture a fait une grosse étude sur la question des data. Alors, les banques ne sont pas aimées, assurances ne sont pas aimées globalement, ça c'est clair, on va y revenir. Par contre, paradoxalement, parce que les Français sont très paradoxaux, si on devait faire confiance à un secteur pour donner nos data, c'est la banque. Je pense que c'est l'imaginaire du coffre-fort. Et on se dit, je préfère donner mes data personnelles, sécurité sociale, code de carte bleue à ma banque, parce que vous savez stocker la data, plutôt qu'à une autre entreprise. Donc, paradoxalement, on n'aime pas les banques, on n'aime pas les assureurs, mais on leur fait confiance pour stocker de la data. Et enfin, c'est pas la fin complète, mais le point sur lequel je voudrais insister, c'est l'opportunité qui s'offre à vous, au-delà de la régulation et au-delà de la data, pour l'avenir, pour ce qui s'ouvre devant vous. Oui, vous êtes menacé par les GAFA, oui, vous êtes menacé par les FinTech, il y a plein d'autres menaces encore qui pèsent. Pour moi, l'avenir du FSI, c'est d'essayer de passer de l'expérience à l'engagement, ou pour dire autrement, de l'indifférence à l'engagement. Je reviens sur le schéma de tout à l'heure. Donc les GAFA, ils ont un modèle gratuit, une valeur de produit qui est extrêmement haute, un design magnifique. Je pense design, pensez aux interfaces bancaires en général, c'est pas super. Hein. Et on adore Netflix, on adore Insta, en général, les gens adorent ces boîtes-là. Quand je fais des conférences et qu'il y a 300 personnes, je demande toujours dans une autre conférence, est-ce que quelqu'un est content de sa banque? Et j'ai jamais une main qui se lève. C'est assez ouf. Les gens ne sont pas, il n'y a pas de relation affective avec sa banque ou avec son assureur. La banque assurance, en général, c'est plutôt vu comme quelque chose de coûteux. Mon expert comptable, chaque année, me fait le même refrain en me disant, à la fin, analyse des comptes, pour Nicolas, par contre, les frais bancaires, là, ils se gavent. Hein. Franchement, tu devrais leur dire quand même quelque chose. Les banques sont vues comme étant coûteuses. Ça coûte cher. Une assurance, ça coûte cher. Hier, on m'a volé, ce qui est véridique, hein. On m'a volé mon top case de moto avec mes 2 casques. J'ai appelé mon assurance pour savoir s'ils m'ont remboursé. Ils m'ont dit, bien sûr que non. On ne vous remboursera rien. Mais je vous paye pour ça. Et en fait, donc, ça confirme mon modèle, ça me coûte très cher et ça me rapporte assez peu. La valeur de produit est floue pour la banque et l'assurance. Sincèrement, je ne fais pas la distinction dans ma carte bleue ou mes comptes entre BNP, LCL, Crédit Agricole. C'est pareil. Demander à des gens, c'est quoi la différence? Les couleurs changent. La SGE, c'est rouge et noir. Le LCL, c'est bleu. Mais globalement, c'est un peu pareil. Les gens n'ont pas une franche réponse sur qu'est-ce qui distingue une banque d'une autre. Le design, relativement faible, je ne comprends pas qu'il faille encore attendre 3 jours quand je rentre le RIB de quelqu'un pour que je puisse ensuite faire un virement. C'est insupportable. Déjà, rentrer un RIB sans devoir prendre une photo, c'est chiant. Mais alors en plus, il faut attendre 3 jours avant de faire un virement. Mais ça, c'est chiant. Enfin, Netflix, je clique, j'ai mon film. C'est incroyable. Et les gens, donc, globalement, surtout depuis 2008, l'affection envers les banques et les assureurs, soyons honnêtes, elle est assez faible. Je ne pense pas que vous ressentiez un amour immodéré pour votre banque ou votre assurance. Et quand je teste en général avec des publics, je ne ressens pas un grand amour en fait, pour la banque et l'assurance. C'est un secteur qui est mal aimé, alors que extrêmement utile par ailleurs. Mais
Les gens ne voient que les scandales de la crise des subprimes et l'argent qui est brassé, etc. Bref, la banque assurance, c'est cher, la qualité est moyenne, on n'est pas incroyablement surpris par la qualité, et en plus de ça, on n'a pas une relation affectueuse très forte. Si je vais plus loin, il y a une étude qui fait mal un peu, qui a été faite aux États-Unis sur 10 000 jeunes, des millennials, et qui leur a posé un peu les questions sur leur relation avec la banque et l'assurance. 53% de ces jeunes préféreraient et seraient plus excités à l'idée que les GAFA leur proposent une offre financière que leur propre banque. Donc le glissement est rapide. Amazon commence à vendre des produits bancaires. Je commencerai à m'inquiéter un peu. 33% de ces jeunes pensent qu'ils n'ont même pas besoin d'une banque. Back-office. La pire, 71% de ces jeunes préfèrent aller chez le dentiste plutôt que écouter ce que les banques ont à leur raconter ou les produits qu'ils ont à leur vendre. C'est assez terrible. Bref, pour illustrer ça, je vous propose un petit jeu, on fait une petite pause. Petite pause jeu. Je vais vous montrer les marques préférées des Français et vous devez trouver les banques et les assurances. Il y en a quand même un paquet. Il n'y en a pas. Ça, c'est un truc que je vois sur BFM, c'est un sondage récent. Il n'y en a pas. Alors, ce que je trouve quand même hallucinant, c'est que je ne me sers pas de Decathlon ou de Lego ou de Tefal tous les jours. Je me sers de ma carte bleue tous les jours, tout le temps. Mais les Français n'ont tellement pas de relation affective avec leur banque qu'ils ne pensent même pas spontanément à les mettre dans les marques préférées alors qu'on s'en sert tous les jours. Donc vous avez un service qui est utile 24 heures sur 24, qui n'est jamais cité dans les marques préférées des Français. Si je résume ça, si on demande à des gens, et quand je le fais en conférence, ça vous évoque quoi du coup les banques et les assurances? Globalement, soyons honnêtes, ça nous évoque un peu d'indifférence. Et c'est là, pour moi, qu'il y a une opportunité assez géniale à aller chercher. C'est qu'il faut passer de l'indifférence à l'engagement. Je ne sais pas si vous connaissez Simon Sinek, Start with Why, le troisième TED le plus vu du monde. Alors, on bosse avec lui et ses équipes depuis 3-4 ans maintenant. Il y a cette phrase qui dit qui est extrêmement vraie, beaucoup plus qu'on ne le croit, mais je n'ai pas le temps de vous le démontrer, il me faudrait 1h30. Les gens n'achètent pas ce que vous faites, ils achètent pourquoi vous le faites. J'ai vu ce matin que les marques disent on n'achète plus un produit, on achète une expérience. Moi, j'irai un peu plus loin, on achète la raison d'être, on achète le why, on achète la cause, on achète la mission, ce que vous voulez. Les gens n'achètent pas ce que vous faites, ils achètent pourquoi vous le faites. Exemple très rapide pour comprendre ça, je connais beaucoup de gens qui se font des tatouages Harley Davidson. Je connais personne qui s'est un tatouage Kawasaki. Pourtant, c'est le même what. Donc ce que les gens achètent avec Harley, c'est pas le what, c'est le why, c'est la liberté qui va avec la marque. Vous avez suivi? Ça vaut pour toutes les marques. Il se trouve que Elan Edelman a fait une grosse étude récemment là, sur les intentions d'achat et comment les gens consomment aujourd'hui. 64% des gens maintenant sont devenus des gens qui achètent, qui modifient leurs intentions d'achat pour ou contre une marque, boycott ou achat, en fonction de ce que la marque défend. Est-ce qu'elle prend position ou non, suivant un combat sur un problème qui doit être résolu. 64% des gens, maintenant, modifient leurs intentions d'achat en fonction de ce que la marque défend. Il faut bien le retenir parce que ça va ne faire qu'augmenter. J'ai pris comme exemple une marque suédoise qui s'appelle Asket. Je ne sais pas si vous la connaissez. La prise de position, elle est claire. Fuck fast fashion. Ils sont contre Zara, H&M et toutes ces marques qui détruisent l'environnement et qui vous proposent d'acheter des t-shirts à 4 €, ce qui est en fait complètement impossible, parce que la valeur du t-shirt, la valeur environnementale du t-shirt, elle est bien plus élevée que 4 €. Avec 4 €, vous n'irez pas acheter pas plus que 6 bouteilles d'eau. Mais pour faire un t-shirt, il y a besoin de 6000 litres d'eau. 4 €. Qui paye la note? Les pays pauvres, les enfants et l'environnement. Et ça, c'est plus durable, ce n'est pas souhaitable, ce n'est plus possible que des marques existent comme ça. Asket a pris position très clairement là-dessus, et la marque suédoise a une croissance fulgurante, parce que les gens qui sont contre le fast fashion deviennent pour Asket. Adidas, magnifique ce qu'ils ont lancé récemment, avec Parley, ils ont lancé une gamme de produits, et ils ont tenté en 2016 de faire ça. Parley, c'est une ONG qui nettoie les océans, qui enlève le plastique qu'il y a dans les océans. Ils ont vendu en 2017, pour voir, 1 million de paires de chaussures faites à base de plastique ramassé dans l'océan par l'ONG Parley. Ils ont dû repenser l'intégralité de leur chaîne d'approvisionnement, de fonctionnement, de distribution, de production. Parley ramasse les bouteilles au bord des plages, les envoie à un fournisseur qui les met en miettes, qui en fait des fils, qui envoie à Adidas, qui fabrique des chaussures à base de plastique ramassé directement de l'océan.
Chaque chaussure, c'est 8 paires de bouteilles. Enfin, chaque paire de chaussures, pardon, chaque chaussure, c'est 8 bouteilles ramassées sur la plage ou dans l'océan. 1 million de paires vendues en 2017. Cette année, ils estiment en vendre 17 millions de paires. Plus les gens achètent ces chaussures, moins il y aura de plastique dans l'océan. Et du coup, ce que vous avez remarqué sur la slide d'avant, ce que Adidas, là avant, on ne parle pas du watt. Il n'y a pas une marque de chaussures ici. Il n'y a pas écrit « acheter une chaussure ». Il y a l'océan et le bouton « acheter ». Les gens sont engagés pour le combat que mène la marque et sont prêts à payer plus cher pour ça, parce qu'il y a une cause. L'autre marque qui est toujours citée, c'est Patagonia. Vous connaissez Patagonia? Depuis longtemps, Patagonia, c'est une marque qui est super inspirante. Patagonia, le why, la raison d'être, c'est sur le site, c'est écrit partout. La marque Patagonia existe pour sauver la planète, la vie sur Terre. Ils reversent 1,8% de leur chiffre d'affaires à des ONG. Ils financent une fondation. Ils sont pour le recyclage, la réparation, le slow fashion. Leurs vêtements durent 20 ans. Ils mettent en avant une autre façon de consommer et les gens deviennent fans de l'entreprise. En 2011, il y a eu, pendant le jour du Black Friday, donc les plus grosses soldes mondiales, ils ont acheté une pleine page de pub sur New York Times. Et ils ont mis en énorme leur best-seller. Imaginez, vous mettez votre produit best-seller, quel que soit ce que vous vendez, en pleine page du New York Times, donc c'est une veste, et ils ont écrit « N'achetez pas cette veste », qui est leur propre produit. Au dos de la page, ils ont expliqué pourquoi il ne faut pas acheter des vêtements comme ça tout le temps quand on n'en a pas besoin. À quel point ça détruit l'environnement et comment Patagonia s'attaque au problème en favorisant le recyclage, la réparation, la récupération, des vêtements de très bonne qualité qui durent 20 ans, etc., etc. À court terme, leurs ventes ont chuté. Sur 3 ans, ils ont fait plus de 150 millions de dollars de chiffre d'affaires. Parce que les gens se sont dit « je suis pour ce que défend Patagonia et je suis contre ce que défendent les marques de fast fashion ». Patagonia est la première boîte qui a eu le statut de Benefit Corporation. C'est une boîte dans laquelle on prend en compte les enjeux sociaux et environnementaux en même temps que le profit. Le turnover chez Patagonia, dans les boutiques, il est 6 fois moins élevé que les autres marques de vêtements. Parce que les gens qui travaillent chez Patagonia sont engagés pour la cause que défend Patagonia. Et là, vous avez de l'engagement collaborateur. Et quand le collaborateur est engagé, le client devient engagé. Ce qui est résumé par IDEO, la boîte de design américaine qui est très connue, qui a fait une grosse étude sur justement l'engagement et le purpose. La conclusion de l'étude tient en une seule phrase, et elle est chiffrée si ça vous intéresse. Avoir un purpose qui va au-delà du profit, ça fait du profit. Ça a été mesuré même aussi par Gallup. Les boîtes qui ont des collaborateurs engagés, elles sont plus productives, elles gagnent plus d'argent, et l'engagement a un impact plus fort sur la productivité et la créativité et l'efficacité que les bonus et l'intéressement. S'il y a des gens du service RH dans la salle, de rien. C'est prouvé, c'est mesuré, mais pour avoir un engagement, pour que les gens soient engagés, il faut que la marque soit engageante. Et quand on parle d'engagement, il faut faire attention au bullshit des entreprises qui annoncent un purpose ou un why ou une mission qui ne veut rien dire. Scott Galloway, c'est un prof de marketing américain qui est assez connu, qui a mesuré les cours de bourse après l'IPO, 1 an après l'IPO, en fonction du bullshit de la mission de l'entreprise. Plus le bullshit est élevé, moins la valeur de la boîte en fait, est élevée. Plus le purpose, plus le why est clair, authentique, précis, plus la valeur de la boîte est élevée ensuite. En gros, les clients, les collaborateurs, le bullshit, ça ne fonctionne plus. On le voit avec WeWork. Le why de WeWork, c'était de rendre le monde plus conscient. Ça ne veut rien dire. Ils sont passés de 47 milliards de valorisation à plus rien du tout. Parce que leur why, c'était du bullshit complet. Tesla a un why extrêmement clair. Et tout ce qu'ils font, des voitures, des panneaux solaires, des batteries pour les maisons, est la preuve de ce pourquoi ils existent, accélérer la transition mondiale vers une énergie zéro carbone. Et les gens précommandent des Tesla par dizaines de milliers. Si j'étais PSA, j'aurais un peu les boules de voir qu'un mec qui débarque de la tech crée une marque de voiture dont les gens sont fans immédiatement et précommandent la voiture. Unilever, quand je vous dis que ça marche, les marques durables d'Unilever sont en croissance énorme par rapport au reste du business d'Unilever. 70% de la croissance d'Unilever provient des marques qui sont durables parce qu'elles affichent clairement le pourquoi elles existent. En France, la marque C'est qui le patron? Je ne sais pas si vous connaissez. La croissance est fulgurante. Ils ont vendu 100 millions de produits en 2 ans. Et récemment, ils ont demandé à leurs clients, est-ce qu'on peut vendre le beurre 30% plus cher qu'aujourd'hui? Parce que ça évitera aux producteurs de lait de se suicider. Les clients, contre-intuitivement, ont dit, bah évidemment, parce que ce que les clients achètent, ce n'est pas du beurre, c'est le why. Les gens n'achètent pas ce que vous faites, ils achètent pourquoi vous le faites. Pour le dire en anglais, ça ne rime pas en français, mais un why, ça transforme une marque en activiste. De brand à stand. Et dans le monde d'aujourd'hui,
On se dirige vers un monde qui est à plus 7 degrés d'ici la fin du siècle. Le monde, il n'a pas besoin d'une banque plus digitale. Il y a 26 personnes sur Terre qui détiennent autant de richesses que les 3,8 milliards les plus pauvres. Il y a 9,3 millions de Français qui sont sous le seuil de pauvreté en France. Vous allez sur Porte de la Chapelle, vous avez des gens qui vivent dans des tentes à longueur de journée. Les inégalités ont atteint un niveau, mais tellement énorme, qu'en 1789, on aurait coupé des têtes pour beaucoup, beaucoup moins que ça. On n'a pas besoin d'une énième assurance plus innovante, plus sans couture, plus omnicanal. En fait, fondamentalement, le monde n'a pas besoin de ça. Le monde a besoin que les entreprises s'attaquent aux problèmes sévères du monde si elles veulent encore avoir des clients dans quelques centaines, quelques dizaines d'années. Parce qu'il n'y aura plus de clients ensuite. Et il se trouve que l'ONU a fait un travail pour vous prémâcher les problèmes qui sont à résoudre. Ça s'appelle les ODD, Objectifs du développement durable. J'en ai identifié un petit paquet qui concerne les banques et les assurances, auxquelles vous pouvez vous attaquer demain pour enfin avoir une cause à défendre. Et en vous engageant, vous allez avoir des entreprises, des collaborateurs et des clients qui seront engagés. Je le rappelle, les gens n'achètent pas ce que vous faites. Des services bancaires, des services d'assurance, ils achètent pourquoi vous le faites. Ce qui me laisse avec une question. Qu'est-ce que vous allez vouloir résoudre comme problème? Quel sera votre why demain? Comment vous allez faire en sorte de construire les entreprises dont le monde a besoin? Comment vous allez faire en sorte de construire les boîtes que vous voudriez voir, vous, exister? Je vous rappelle que si vous trouvez de quoi vous engager, de cet engagement proviendra l'engagement des collaborateurs. Et quand un collaborateur est engagé, le client devient engagé. C'est un cercle vertueux qui s'engage. Et ça rapporte en plus du cash, cerise sur le gâteau. J'ai plus de temps. Je vous remercie de votre attention.